Donc, j'ai fait au cours de ma carrière différents types de terrains. Mais le terrain qui m'a vraiment le plus marqué, c'est celui que j'ai fait, que je continue de faire au Salomon. J'étudie le changement social. Il me semble normal de pouvoir retourner au même endroit plusieurs fois de suite pour pouvoir voir comment les choses se passent. Il me semblait anormal de prétendre étudier le changement linguistique et le changement social et de n'y aller qu'une seule fois dans ma vie et de passer à un autre terrain après, comme beaucoup de gens font pour des sujets différents. Donc, pour moi, faire un terrain à l'ancienne, comme nous l'a enseigné Malinowski, c'est ça, à l'ancienne, c'est une force. Et c'est une force, ça me permet de suivre l'évolution des choses, ça me permet de voir les transformations, ça me permet de voir d'ajuster mes analyses au fur et à mesure, parce que certaines fois, on a l'impression que peut-être on fait les bonnes analyses, et puis les choses passant, on se rend compte que peut-être on n'a pas été tout à fait précis. Donc pour moi, c'est une force. Et l'avantage de retourner au Salomon, c'est que ça me permet, en quelque sorte, de travailler différents aspects de la société salomonaise. J'ai commencé comme étant créoliste, et je le suis toujours, je pense. Je commence à me séparer un petit peu de cet objet d'étude auquel j'en me ramène à chaque fois. Mais comme j'ai travaillé en ville, mon objet d'étude, c'était le pidgin urbain. J'ai eu l'occasion, donc, pour comprendre le pidgin urbain et ses transformations, de m'intéresser à l'urbanisation. Donc, j'ai fait des recherches en alternance qui mettaient soit l'accent sur la langue, soit sur les processus d'urbanisation, en alternance, sachant que les deux se complétaient constamment. Et que même quand j'allais au Salomon pour étudier la transformation du pidgin, nécessairement, je devais faire une analyse sur les contextes sociaux dans lesquels cette transformation se passait. Donc, j'ai été très tôt prise dans ce développement de cette anthropologie urbaine du Pacifique. Et avant de revenir sur le terrain au Salomon, je retourne en quelque sorte à Canberra, dans ce creuset intellectuel fabuleux de l'école du Coombs Building, de Pacific Studies, Pacific Island Studies School, qui était à l'époque un des grands centres mondiaux de recherche sur le Pacifique. Il y avait plusieurs centres. Il y avait l'école des hautes études à Paris, où il y avait des grands spécialistes comme Godelier, par exemple. Et puis, il y avait l'école de Hawaï, à Honolulu. Et puis, il y avait ANU. Et à ANU, c'est là que tous les gens qui travaillaient dans le Pacifique passaient avant d'aller sur leur terrain. Donc, on rencontrait des gens qui étaient des mythes. Bon, des gens comme Jacques Barrault, par exemple. C'était un mythe. Pour moi, j'ai lu ses travaux quand j'étais étudiante, quand je l'ai vu arriver, mais c'était pas possible. Et Godelier qui passait. Et puis c'était des dieux qui atterrissaient à Canberra et qui repartaient ensuite sur la terre. Alors nous, pauvres petits étudiants, on était vraiment très choyés parce que dans ce système d'études doctorales à l'anglaise, il n'y avait pas de cours, mais il y avait un séminaire départemental obligatoire auquel tout le monde devait aller assister, et surtout les étudiants de doctorat. Et même si on était des étudiants, on était considérés en quelque sorte comme étant des chercheurs. D'ailleurs, le nom qu'on nous donnait est révélateur. On n'était pas des PhD students, on était des PhD scholars. Et le terme « scholars » mettait vraiment l'accent sur le rôle qu'on voulait nous donner. On n'était pas des petits, là. Il fallait qu'on fasse notre marque et qu'on s'implique. Et ça, c'était très stimulant. Donc, on assistait à tous les séminaires hebdomadaires, mais on avait en plus un séminaire d'écriture de thèse qui était animé par Michael Young. Michael Young qui a écrit, donc, qui a été la personne qui a fait aussi la biographie de Malinowski, donc un personnage extrêmement intéressant qui écrivait merveilleusement bien. Michael écrit de l'anthropologie comme il écrit de la poésie, quoi. C'est vraiment très très bien. Et lui, c'est lui qui animait le séminaire. Et là, dans ce séminaire-là, tous les doctorants de l'époque se retrouvaient, et c'était obligatoire, on devait être là, et toutes les semaines, donc Michael nous donnait des travaux à faire. En regardant nos données, regardez vos données, pas toutes les semaines, tous les 15 jours, je pense, regardez vos données, et donc la semaine prochaine, ou dans 15 jours, revenez, et parlez-nous un petit peu, cette fois-ci, c'était l'orientation de la porte de la case par rapport au lever du soleil. Bon, tout le monde partait. Alors, il faut se dire qu'à l'époque, à ANU, dans ces départements, il y avait des gens qui travaillaient dans le Pacifique, mais des gens qui travaillaient dans la zone limitrophe, c'est-à-dire l'Asie du Sud-Est, donc en Indonésie.
Alors, les indonésianistes, eux, ils étaient servis quand il y avait des sujets comme ça. Ils revenaient 15 jours plus tard, et alors, à tour de rôle, on faisait le tour de table, et chacun devait révéler comment la construction de la maison reflétait le symbolisme, enfin bon, je sais pas trop quoi. Et moi, j'avais pas grand-chose à dire, parce que moi, je faisais du travail en ville, et que l'orientation des maisons, et des portes des maisons et des ouvertures, c'était décidé par la société d'urbanisme de la ville, sur des plans qui venaient d'Angleterre, et on plantait ces petites maisons qui étaient faites en papier mâché presque, là où on pouvait, dans les endroits où il y avait un peu de terrain en ville, le long des vallées, le long des ruisseaux, enfin bon, c'était comme ça. Donc, personne ne se posait la question de savoir si la porte était bien orientée par rapport au lever du soleil. Alors moi, j'arrivais et alors tout le monde racontait des choses extraordinaires. Oh oui, vous savez, quand ils ont planté, quand ils ont fait leur porte, alors c'était par rapport au lever du soleil ce jour-là. Et dans le lac, c'était un peu comme à Luxor, là, on avait une perspective et puis là, on voyait... Quand c'était mon tour, j'étais absolument mortifiée, j'avais rien à dire. Mais moi, il n'y a rien. Mais comment ça, sûrement, il y a quelque chose. Tu as bien dû voir quelque chose. Et sûrement, enfin, ça ne peut pas ne pas être. Alors j'expliquais l'urbanisation, les plans d'urbanisme et tout ça. Puis là, vraiment, les gens pensaient que je ne comprenais rien. Vraiment, elle a dû voir, Christine n'a pas dû voir. Elle n'a pas le talent pour la recherche de terrain. Elle ne sait pas voir les choses. La semaine suivante, alors le sujet que nous donnait Michael, c'était... Alors, maintenant, vous allez vous intéresser aux mythes d'origine. Alors, revenez et regardez dans vos données si vous ne trouvez pas des choses sur les mythes d'origine qui pourraient expliquer justement la structure sociale et tous ces trucs-là dont le structuralisme a fait ses gorges chaudes. Moi, les mythes d'origine, j'étais dans une ville où il y avait à l'époque 30 000 habitants et il y avait 64 groupes ethniques. Alors, quel mythe d'origine j'allais pouvoir ramasser, recueillir? Et moi, comme j'avais fait une démarche méthodologique bien particulière, c'est-à-dire que je ne voulais pas être affiliée à un groupe ethnique particulier, donc j'avais refusé d'apprendre la langue de quelqu'un, j'avais appris que le pidgin, de façon à ne pas être absorbée par un groupe ethnique pour pouvoir justement comprendre l'interculturel. Alors, je n'avais rien à raconter. Quand c'était le tour de Christine de raconter les mythes d'origine, rien à raconter. Mais comment ça? Ils en ont sûrement? Oui, ils en ont sûrement, mais ils sont en ville, ils n'en parlent pas tout le temps. Ils s'intéressent au prix du café, ils s'intéressent à la facilité ou non de payer les frais de scolarité. Mais leur mythe d'origine, mais oui, mais ils n'en parlent pas. Et franchement, on m'en a raconté quelques-uns, mais ça n'a pas beaucoup d'importance par rapport aux autres choses qui sont importantes. Alors encore une fois, pauvre Christine. Alors j'ai passé 6 mois extrêmement difficiles où dans cette économie politique là des étudiants de doctorat, je perdais de plus en plus de plumes à chaque réunion parce que j'étais complètement déconnectée de la réalité que mes collègues étudiants vivaient. J'étais, je pense, la première dans cette école des ANU à travailler en ville. Tout le monde travaille dans les villages. Tout le monde allait chercher le rituel du cassoir le plus ésotérique possible et on allait étudier ça. Moi, j'allais étudier le pidgin. Je suis allée là où il était, en ville. Donc, j'avais pas grand-chose à dire de toutes les questions, sur les questions qui étaient à l'époque extrêmement importantes et valorisantes pour des étudiants de doctorat. Et je me sentais un peu larguée. En plus, ils étaient tous ethnologues, eux. Moi, j'étais aussi linguiste. Alors, j'étais en porte-à-faux. Non seulement j'étais en porte-à-faux parce que je faisais de l'anthropologie urbaine à un moment où ça ne se faisait pas dans le Pacifique, mais j'étais aussi en porte-à-faux parce que je faisais en plus de la linguistique, alors que tous les autres, ils étaient ethnologues. Donc, cette double disciplinarité, en quelque sorte, qui en fait caractérise mon travail, dans une époque où ce n'était pas à la mode, me jouait beaucoup de tours, aussi me dévalorisait beaucoup. Les gens à l'époque n'en voyaient pas l'intérêt. On était soit ci, soit ça. Mais on ne pouvait pas être entre les deux. Et moi, je trouvais que je n'avais pas d'autre choix que d'être entre les deux. D'être des fois l'un, des fois l'autre, mais la plupart du temps, d'essayer d'être les deux. Parce que c'était là que ma question se passait. C'était entre les deux. Donc, c'était une époque, à la fois, comme je le disais avant, absolument merveilleuse, parce que c'était une nouvelle réalité intellectuelle qui s'ouvrait à moi, mais aussi très douloureuse, parce qu'il fallait que j'arrive à me situer d'un point de vue intellectuel à une époque où les débats étaient autres que ceux qui m'intéressaient.
Donc ça a été... c'était douloureux. Mais bon, ben, je finis ma thèse comme tout le monde, on finit par finir. Puis voilà, c'est ça. Et puis après, ben, on se pose d'autres types de questions. Mais au Salomon, de nos jours, par exemple, quand les étudiants me demandent où je fais mes études et où je fais mes recherches, et que je leur dis que je vais au Salomon depuis 1981 ou 82, ça leur donne l'impression que c'est à la fois quelque chose d'admirable, mais en même temps quelque chose de vraiment désuet. Et il faut arriver constamment à leur faire comprendre qu'il n'y a pas de terrain magique, il n'y a pas de terrain parfait, il n'y a que le terrain qui correspond à la question de recherche que l'on a. Donc, selon la question que l'on a, selon la perspective méthodologique que l'on a, selon la perspective théorique que l'on a, on a besoin de faire différents terrains. Et c'est là-dedans que le terrain se révèle, dans sa force, d'arriver à montrer sa pertinence pour répondre aux questions qui nous animent. Donc le terrain, ce n'est pas le but, le terrain, c'est le moyen. Or, on en a fait tellement un mythe de ce terrain que les étudiants ont l'impression qu'on ne peut être anthropologue qu'une fois qu'on a fait le terrain. C'est des choses qu'on leur dit. Les étudiants disent « quand ils reviennent du terrain, de leur doctorat, là, ils sont des anthropologues maintenant. Et ils ont vécu, ils ont fait des choses, ils ont rencontré des gens. Il y a des terrains qui sont physiquement plus ou moins difficiles. Alors là, on a eu son rite de passage. Oh là, on a survécu à la malaria. » Puis les gens vous racontent leurs trucs comme ils vous racontent leur campagne de guerre, là, un peu. Hein, c'est ça. Mais il faut arriver à faire comprendre aux étudiants qu'il n'y a pas un terrain. Il y a différentes sortes de façons de faire du terrain, et selon la question qui nous intéresse. Donc comme moi, par exemple, je suis dans mon village en France, d'un petit village du Quercy, à la Bastide-Murat, où mes parents ont acheté une maison, et maintenant j'y vais tous les étés, je fais mon potager, en plus de faire mes recherches. Je m'intéresse là à de l'anthropologie qui n'est pas de l'anthropologie telle que je l'ai faite au Salomon. C'est pas la question linguistique qui m'anime du tout, c'est pas la question de l'entre-deux qui m'anime, c'est plutôt la question de la transformation du village. Alors le thème est toujours là, je m'intéresse toujours à la transformation de quelque chose. Et là, je m'intéresse à la transformation de ce village, qui est un village qui pendant très longtemps est resté le centre du département. Donc la division administrative française, le département, créé par Napoléon, et dont l'économie est maintenant tellement transformée que le village est en perte de vitesse complète. Donc je m'intéresse à la transformation de ce village depuis l'époque napoléonienne, puisque c'est à peu près à cette époque-là qu'on a le premier cadastre, jusqu'à la guerre de 14. Ça fait un siècle de transformation, donc là je fais de l'ethno-histoire. Donc c'est une méthode de travail complètement différente. Je fais un petit peu d'anthropologie contemporaine en m'intéressant aux fêtes de village, aux transformations alimentaires et des choses comme ça. Mais ce qui m'intéresse, c'est d'essayer de comprendre comment ce village qui en fait a bénéficié de ce que j'appelle l'effet Murat. Alors, il faut dire que Napoléon, avec toutes ses faiblesses mais avec ses forces, avait su recruter autour de lui toute une série de maréchaux extrêmement important. Et un des maréchaux qu'il avait recruté était Joachim Murat, qui se trouve être issu de mon village. Et Joachim Murat, quand il est devenu maréchal d'Empire et ensuite le beau-frère de Napoléon et le roi de Naples, il a fait bénéficier son village de sa grandeur et de ses contacts. Donc le village, dans les années avant que Murat meure, mais après sa mort, puisqu'il a été fusillé à un moment donné, par les Napolitains, il a donc fait bénéficier le village directement et indirectement de son aura. Et c'est ce que j'appelle l'effet Murat. Mais cet effet Murat s'est prolongé jusque dans les années 1860. Parce qu'une fois que Murat a été mort, et qui renvoyait de l'argent, et qui achetait des terres, et qui plaçait ses frères et sœurs à des positions bien intéressantes, ce sont ses frères qui ont repris la direction, la mairie du village, qui se sont installés. Il a fait construire un château, ce qui fait que les gens, à partir du moment où Murat devient ce maréchal d'Empire, commencent à aussi apprécier la possibilité de partir. Ça correspond aussi à une transformation française, par la fin des terroirs,
mais la transformation des modes de communication, l'école obligatoire, tout l'effet de Napoléon aussi, hein, et aussi l'industrialisation de la France. Donc ce mode de vie qui était essentiellement agraire, avec une petite agriculture pauvre, basée sur, je sais pas, l'économie, l'élevage du mouton surtout, et un petit peu de vignes, euh, est en perte de vitesse progressivement parce que les gens commencent à quitter le village. Il y en a qui s'en vont jusqu'en Argentine. Hein. Alors on trouve des traces, il y en a qui s'en vont à Paris. Et donc je m'intéresse à cette transformation du village qui fait qu'à un moment donné, on voit que jusqu'en 1880, le village est en expansion parce que le village est central à une économie agricole qui est limitrophe. Les gens quittent les villages des écarts pour venir s'installer à la Bastide qui sert en fait de ville, même s'il n'y a jamais plus que 1500 habitants, à la taille maximale du village, et qui depuis, sous l'effet donc de l'école obligatoire, des modes de communication qui s'accentuent, et après la guerre de 14, on voit donc cette désertification des villages français qui commence, et là le village est en perte de vitesse, et ce qui fait que l'économie est constamment en train d'être transformée de façon à permettre à ce que le village continue. C'est quand même un village qui draine les énergies autour, puisque c'est un village où l'État a quand même investi. Il y a encore une école, il y a la poste, il y a la banque, il y a les médecins, il y a tout ça. Donc c'est un village qui fonctionne. Mais qui fonctionne dans une économie de service, autour d'une économie de service, alors qu'avant, c'était le village qui fonctionnait pour servir l'agriculture. Donc, quand le village servait l'agriculture, il y avait 12 cafés, 3 hôtels, il y avait le bourrelier, il y avait les charcutiers, il y avait les tailleurs, il y avait tout ça, il y avait toute une économie. Et donc, je reconstitue tout ça. Et c'est ce que je fais donc dans mon travail, dans ce village-là, qui est un travail d'enquête, d'histoire de vie. Mais maintenant, malheureusement, quand j'ai commencé, les gens les plus âgés étaient encore vivants, mais maintenant, c'est pas que je les fasse mourir quand je les interviewe, mais ils finissent par mourir parce qu'ils sont déjà tellement vieux. Alors les uns après les autres, ils meurent, malheureusement. Et, mais je reconstitue beaucoup l'histoire grâce au cadastre et grâce aux archives. Je passe beaucoup de temps dans les archives, donc c'est un autre travail, un travail complètement différent qui est tout aussi passionnant parce que là, on est pris avec des papiers, on est pris avec à essayer de faire sens de textes qui sont construits de façon particulière, comment lire, par exemple. Il fallait que je fasse de la paléographie, comment lire les vieux écrits des notaires, comment faire sens des archives des notaires. Donc j'ai appris toutes sortes de choses nouvelles. J'ai appris à faire c'est ça, du travail d'archives, alors qu'en anthropologie, on ne nous prépare pas pour ça, hein, parce qu'on nous prépare à parler aux gens. Mais on ne nous prépare pas à essayer de faire du travail d'archives. Et ça a été pour moi l'occasion d'apprendre de nouvelles choses et d'apprendre à faire un nouveau terrain, une nouvelle forme de recherche. Et là, je trouve ça tellement fascinant, tellement fascinant, tellement passionnant que je suis arrivée à convaincre des gens dans le village de travailler avec moi sur ce projet-là. Et là, cet été, donc l'été prochain, on doit monter une exposition sur les transformations du village, justement. On va arriver à montrer les vieux cadastres, à faire des photos. On a retrouvé des vieilles cartes postales, on fait des photos dans exactement le même axe que les vieilles cartes postales, on reconstitue les choses comme ça. Et tout le monde se prend au jeu. C'est l'occasion pour les gens de redécouvrir un passé qu'ils soupçonnaient pour certains, dont ils avaient entendu parler pour d'autres, mais qu'ils n'avaient jamais eu l'occasion vraiment d'envisager de façon visuelle et de façon plus conceptuelle. Alors, donc voilà, c'est un autre exemple de terrain qu'on peut faire en anthropologie. Alors, évidemment, il y a beaucoup de gens qui disent c'est le genre de terrain, quand on fait du terrain chez soi, c'est le genre de terrain qu'on fait quand on commence à prendre de l'âge et puis on ne veut plus aller sur le terrain, to rough it up, comme ils disent les Anglais. Oui, c'est vrai qu'au bout d'un moment, ça perd son charme d'aller se faire piquer par les moustiques, de dormir par terre, c'est sûr. Je ne le dis pas. Mais c'est surtout aussi l'occasion de découvrir d'autres choses, de découvrir d'autres façons de travailler, de découvrir d'autres questions, et qui alimentent aussi ma façon de comprendre les phénomènes sociaux et les transformations. Là, on est vraiment dans des mondes sociaux complètement radicalement différents, quoi. Des Salomon jusque dans un petit village du Quercy, ne peut pas être plus différent. Mais les êtres humains sont fabuleux partout. Et c'est ça qu'on arrive à comprendre quand on arrive à accumuler des terrains. Et l'autre type de terrain que je fais, donc, c'est aussi ici, à Montréal, où j'étudie les changements alimentaires. On est encore dans les changements. C'est les changements alimentaires.
Et là, ben, je fais du terrain tous les jours en allant faire mon marché et tout ça. Là, je fais de la participation, de l'observation. Là, je fais tout ça au quotidien, il n'y a pas de doute là-dessus. J'en suis plus ou moins consciente tout le temps, mais il y a des jours où je dis, bon, là, je vais aller observer. Alors, bon, là, je prends des notes. Quand je rentre chez moi, c'est bien. Puis d'autres fois, ben, je fais comme tout le monde. Je vais faire mon marché, je vais au dépanneur, je fais des trucs. Bon. Mais ce qui m'intéresse là, c'est les transformations alimentaires à Montréal. Et ça, je fais ça aussi de deux façons. Une partie qui est une façon qui est quasi archivistique, en quelque sorte. Je m'intéresse aux transformations alimentaires telles qu'on peut les percevoir en étudiant des livres de cuisine sur 100 ans. Donc, je fais ça. Il y a une étudiante, ancienne étudiante de l'Université Laval, Caroline Coulombe, je crois, qui avait fait ça aussi. Elle avait fait une thèse de maîtrise très jolie, très bien écrite sur les livres de cuisine. On ne s'intéressait pas du tout à la même chose. Moi, je m'intéresse justement à ce qu'on peut comprendre des transformations alimentaires en lisant les livres de cuisine. Des transformations alimentaires qui touchent non seulement l'apparition de nouvelles denrées alimentaires, à un moment donné dans l'histoire X du Québec, au cours du XXe siècle, mais aussi la transformation des pratiques et des idéologies alimentaires. Qu'est-ce que c'est que manger? Quelle est la morale qui accompagne la préparation des aliments? Quelle est la morale quasi religieuse, hein, qui accompagnait à un moment donné la préparation des repas? Et donc, j'étudie ça de cette façon-là, par l'étude de ces livres, mais j'étudie aussi en les faisant... en utilisant ici une technique de recherche que j'ai utilisée au Salomon, c'est-à-dire que je travaille avec des familles, et pour chaque famille, je travaille avec 3 générations. Donc j'interviewe les grands-parents, les parents et les enfants. Mais il faut que les enfants soient autonomes, donc qu'ils aient des jeunes parents, des jeunes adultes qui habitent chez eux, puis qui font leur propre cuisine. Et donc de travailler avec 3 générations, comme je le fais au Salomon pour étudier la transformation du pitching, me permet ici de voir la transformation des idéologies alimentaires, des pratiques. Et donc c'est bien, on voit le changement en temps réel et en temps apparent, ce qui est idéal en quelque sorte. Donc là, j'ai pu comme ça me rendre compte et donc en fait voir qu'à un moment donné, à part la trilogie des pommes de terre, des carottes et des navets, qui étaient les légumes que tout le monde mangeait jusque dans les années 70, on voit arriver le brocoli, on voit arriver les épinards frais, on voit arriver les choses comme ça. Et puis là au fur et à mesure que les groupes d'immigrants arrivent, on voit arriver toutes sortes de pratiques alimentaires. Là, c'est fabuleux de voir ça. Mais on voit aussi des transformations qui ont trait au genre et à la participation des gens et des hommes et des femmes dans le couple et dans la préparation alimentaire. Alors, par exemple, mes données montrent que dans la génération des grands-parents, les hommes ne sont jamais dans la cuisine. Quand ils viennent, c'est pour peut-être, je ne sais pas, couper le rôti, enfin faire un truc très symbolique, associé stéréotypiquement au rôle masculin dans l'alimentation, donc quelque chose qui a trait avec la viande, hein, voilà, toujours. Alors, on ne les voit jamais sinon là. Et puis, aux générations qui est un peu ma génération en quelque sorte, ou même un peu plus jeune, où les hommes commencent à s'installer dans la cuisine, on les voit arriver là, et ils ont leurs plats spéciaux, et puis très souvent, ils font le repas, machin, ou quand la mère est partie, c'est le père qui s'occupe des enfants. Enfin bref, on voit que les hommes s'impliquent davantage. Aux générations les plus jeunes, qui ont 25 ans, et on voit qu'il y a de moins en moins de femmes qui veulent faire de la cuisine, et ce sont surtout les hommes que ça intéresse, la cuisine. Maintenant qu'on leur permet d'avoir une place dans la cuisine, ils la prennent. Et donc, évidemment, il y a des modèles sociaux qui encouragent cette transformation. Il y a tout ça. Alors, je regarde un peu tout ça parce que c'est assez amusant. Mais donc, ça me permet d'évaluer un petit peu les changements des rapports de genre au fur et à mesure des changements alimentaires. Et là, pendant longtemps, j'avais cru effectivement, comme me le disaient les informatrices et les informateurs, que les hommes n'avaient pas de place dans la cuisine dans les générations les plus anciennes, mais en fait, ils ont quand même quelque chose à dire dans l'alimentation familiale, et pas parce qu'ils font les choses activement, pas parce qu'ils cuisinent, mais par ce que j'appelle les petites phrases assassines, qui leur permettent d'exercer un contrôle sur ce qui se fait. Alors des gens, ma mère faisait mieux la tourtière que toi, ou la tourtière de ma mère, elle avait un autre goût, je crois que j'aimais mieux avant. Ou non, moi ce truc-là, j'en veux pas, je veux surtout plus jamais voir ça, on ne mangera plus ici tant que je suis vivant, ces choses-là. Alors des phrases que les gens me disent, que les hommes me disent comme ça, qui me permettent de comprendre en fait le rôle de contrôle que les hommes dans les familles avaient sur l'alimentation familiale.
On voit aussi les questions, les transformations qui ont lieu, et ça c'est aussi ce que permet le travail sur 3 générations. Euh, on voit les transformations aussi dans les régions, dans les générations les plus anciennes. Une des préoccupations des mères de famille, c'était de savoir si elles auraient assez de choses à mettre sur la table pour nourrir leurs 10 ou 12 enfants. La question est complètement différente de nos jours. La question, c'est plus savoir est-ce qu'on va avoir suffisamment de choses à manger parce que la taille des familles a diminué. Dans certaines familles, effectivement, c'est une question tout à fait présente. Dans certains milieux et dans mes corpus, la question est encore très présente. Mais dans les familles les plus de la classe moyenne, la question se pose autrement. C'est plus est-ce qu'on va avoir assez à manger, mais qu'est-ce qu'on va bien pouvoir manger de différent aujourd'hui? Donc on voit la transformation des questions alimentaires et donc c'est ce genre de terrain qui permet d'étudier le changement sans quitter son chez-soi, quoi. C'est ça, le changement a lieu partout. Euh, c'est une histoire bien connue.